Laurent Roland Toninkès, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Bien démarré la semaine après ce long week-end. Bien démarré, oui. Je crois que vous étiez à Grand Popo pour Novitia. Mais non, vous savez bien que non. Vous savez que le boulot ne nous laisse pas le temps. Ou bien c'est parce que vous êtes musulman que vous n'êtes pas allé fêter la Pentecôte ou Novitia. Mais non. Vous savez que je n'ai pas en tant que tel de religion. Après, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais autant vous me retrouverez chez les musulmans, autant vous me retrouverez donc chez les catholiques, de manière, sinon aussi chez les chrétiens de manière générale. J'aurais pu y aller, mais après le boulot, voilà, n'a pas forcément permis que cela puisse se faire. Mais c'était que partie remise parce que j'ai plein d'amis qui sont justement popos. Et je pense qu'on a encore toute cette semaine pour se rattraper. Ok. Donc j'en profite pour leur adresser donc un appel. C'est pas parce que je n'étais pas disponible le week-end passé que ce n'est pas possible qu'on se rattrape. J'espère que pour la fête de Tabaski, vous allez les inviter aussi. Ben, déjà, faudrait-il qu'ils se rattrapent courant cette semaine, puis on verra. Et vous faites bien d'en parler d'ailleurs. En tout cas. Vous faites bien d'en parler d'ailleurs, la Tabaski qui est prévue pour ce mois le mois de juin. Donc c'est dans quelques jours. Je crois que vous allez m'envoyer d'ici là ma carte d'invitation. J'espère que ceux qui entendent justement passer manger la viande de mouton ont commencé déjà par cotiser. En tout cas. Parce que qui n'a pas cotisé n'a pas droit au mouton. Ah non, c'est pas ce que dit le Coran. Hein. Allez, partager. Allez, fais-moi la parenthèse, Roland Toninkès. Démarrons par le quotidien Le Devoir. Le Devoir nous emmène à la promiscuité ce matin, Laurent, pour nous informer que depuis la prison, eh bien, le gaiement Ernaud achète une Range Rover à sa Tisa. Il vidait les comptes Momo de ses victimes. Je crois que vous n'avez pas été une de ses victimes. Non, j'ai été victime de cette pratique par le passé. Justement, je me rappelle que vous en aviez parlé. Je pense que je ne pourrais plus être victime d'une telle situation. Moi, j'ai pris mes dispositions et j'ai pris Dieu de ne pas tomber. Parce que même si vous prenez la disposition et que vous n'avez pas Dieu avec vous, ces gars-là, ils ont tout pour vous avoir. Ça peut arriver. Oui, ça montre clairement comment est-ce que c'est profond cette lutte contre cette pratique de cybercriminalité qu'il va falloir redoubler d'efforts et d'ardeur pour venir à bout de cette pratique. Parce que quand on dit que quelqu'un est arrêté pour cybercriminalité, se retrouve en prison, mais qui en arrive à vider les comptes des personnes qui sont en liberté et dans une certaine mesure, de quels moyens dispose-t-il en prison, quels sont les moyens qu'il utilise. Cela suppose qu'il a bien un arsenal, une équipe bien en place qui l'aide à faire, en tout cas, à continuer la pratique. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore du chemin et il va falloir que les responsables, en tout cas de l'OCRC, ne baissent pas les bras parce que il faut davantage travailler à sécuriser les baignoires. Non seulement les baignoires, mais les citoyens du monde qui malheureusement se retrouveront peu ou prou dans les mailles de ces cybercriminels. Dans le même registre, j'y arrive, Dynamisme Info parle donc de démantèlement d'un réseau de cybercriminels opérant depuis la prison. La preuve que la lutte contre l'arnaque menée, sinon mérite d'être encore mûrie. Oui, d'abord il faut reconnaître que, fort heureusement, nous n'avons pas désapprouvé cette lutte, nous avons toujours encouragé à mener la lutte, même si sur la question on a peut-être quelques réserves, mais on estime que c'est une lutte qui doit être menée. Et donc oui, quand Dynamisme Info demande qu'il faut mûrir cette lutte, je crois que les stratégies à mettre en place doivent être véritablement mûries et pour voir comment faire pour cerner une fois pour de bon le mal et pour que ça ne continue pas de faire des victimes. En tout cas, en disant qu'on reste circonspect, que d'apprendre que voilà, depuis la prison, quand on a été arrêté pour faire de cybercriminalité, on puisse quand même poursuivre la pratique. C'est fou qu'on puisse même acheter ce type de véhicule à sa TISA, si les informations évidemment sont non, je vais vous dire une chose. Les gens, à un moment donné, peut-être que c'était pas mieux on a appris à faire quelque chose. C'était pas mieux on été à l'école, mais à un moment donné, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 15 ans, ils n'ont fait autre chose que ça, malheureusement. Et donc, ils ne vivent que par ça, malheureusement.
ils se retrouvent Ils n'ont aujourd'hui... pas appris à faire autre chose, en fait. Pas du tout. Non, non, ils ont appris à faire quelque chose. Non, ils ont appris à faire quelque chose peut-être dans leur vie. Peut-être que c'est un menuisier, c'est un vitrier, c'est je ne sais quoi, c'est un mécanicien. Ou c'est quelqu'un qui a fini l'université. Mais à un moment donné, en 5 ans, 10 ans, il n'a fait que ça. Que ça, en fait. Donc, ça, il ne respire que par ça. Donc, je pense que quand c'est comme ça, même si vous le mettez dans un trou, il trouvera toujours les moyens de faire. Donc, c'est pour ça que quand on avait arrêté, on avait pris les portables chez eux, dans la police civile de ministère, je me disais, oui, bon, il y a un ménage qui a été fait. Mais fort malheureusement, ce n'est pas évident que tout soit clean, hein, parce qu'il y a bien les moyens pour eux d'utiliser les portables, de les cacher, de les utiliser, de faire ce qu'ils veulent. Et voilà une preuve. Donc, ces gens ont besoin de... est-ce que je dirais qu'il faut amener des psychologues, leur parler, en fait, leur faire changer de mentalité. C'est-à-dire, dans leur tête... Peut-être qu'il faut peut-être voir la chose sur le plan spirituel, les exorciser. Non, mais je pense que c'est un problème psychologique. Eux, ils pensent que pour vivre, on ne peut que faire ça. Donc, il va falloir des gens pour leur parler. Et je crois qu'il faut aussi maintenant sanctionner dur ces personnes. Les mettre, quelqu'un qu'on arrête comme ça en prison, qui est en prison, qui continue d'arnaquer, il faut le mettre en isolement, le corser un peu ses conditions de détention. Je crois que ça va contribuer à décourager les autres. Parce qu'on ne peut pas être dans cette situation avec tout ce qu'on dit là et vous permettez de continuer à faire la pratique et d'ailleurs même acheter, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve. Mais si c'est vrai, c'est suffisamment... un véhicule d'un peu plus d'une dizaine de millions de francs CFA quand même, voilà, à Sachiza, alors qu'on se retrouve en prison, ça laisse à se poser beaucoup de questions. Bien évidemment. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour vous justement aller en prison, Laurent Roland Tonekes? Bon, je faisais allusion... Je retourne ça ce matin. Je faisais allusion enfin, au recours qu'on pourrait faire à la spiritualité. Les évêques du Bénin en parlent en tout cas donc sur le plan religieux. Arnaque et cybercriminalité, choisir la vie. Pressante exhortation des évêques du Bénin aux jeunes. C'est la une du quotidien La Loupe. La conférence épiscopale du Bénin donc qui recommande la culture de l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Laurent Roland Tonekes aux jeunes. Oui, les évêques font bien de donner des conseils aux jeunes, parler par exemple de créativité, de l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. C'est bien beau, d'accord, mais au fond, il y a des questions à se poser. Lesquelles? L'accompagnement quand un jeune entreprend. La disponibilité de ressources pour un jeune quand il entreprend. Combien sommes-nous à consommer ce que font les Béninois au point où on demande aux gens d'aller entreprendre. Parce que quand vous demandez dans un pays d'entreprendre, c'est que vous devez être les premiers bénéficiaires ou premiers consommateurs des services que fournissent ces jeunes entrepreneurs. Mais en l'état sur le terrain, est-ce que nous sommes disposés, nous, Béninois, à être les premiers consommateurs de ces services proposés par les jeunes Béninois? Est-ce que nous sommes les premiers consommateurs de ces produits proposés par les jeunes Béninois? Autant de questions qu'il faut se poser. Donc, je crois que le travail, ce qui se pose, en tout cas ce qu'on observe, le travail, c'est un travail d'ensemble. C'est le travail des jeunes qui auront l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat, d'accord, mais c'est le travail des parents qui doivent accompagner, c'est le travail des parents, de la communauté qui doit accompagner, c'est le travail du gouvernement qui doit aussi accompagner, appuyer ces jeunes à travers la mise en place d'un certain mécanisme qui facilite l'accès au crédit ou l'accès au financement. Donc, l'un dans l'autre, on ne va pas accuser le gouvernement, on ne va pas accuser les parents, on ne va pas accuser les jeunes, mais on se dit, à un moment donné, à chaque niveau, en tout cas, c'est une chaîne. Et chaque maillon doit pouvoir jouer sa partition. Si le jeune, dans une certaine mesure, a l'idée de créer son entreprise, pour faire, par exemple, je donne un exemple à tout hasard, du jus de papaye, par exemple, et que moi, Laurent Tonekes, vivant dans la même communauté que lui, je ne suis pas en mesure de consommer ce jus de papaye et que je dois me retrouver dans un supermarché à Cotonou, derrière l'aéroport, ou bien à Calavi, vers Pavé-Kékou, pour acheter un jus importé parce que j'estime que je suis un bourgeois et que je ne peux que consommer ça. C'est que je tue les jeunes qui entreprennent dans mon pays, mais je crée de l'emploi dans un autre pays là-bas. Et donc, l'un dans l'autre, il va falloir aussi travailler à ce que ces supermarchés, au plan local, commence par vendre les produits locaux. C'est très important. Faire en sorte que peut-être l'importation de certains produits fabriqués au Bénin là, soit
frapper de taxes douanières, en tout cas élevées au point où les gens seront obligés de consommer, en fait, décourager l'importation. Parce que si vous avez de l'ananas d'Alada de qualité et que vous le chantez, le Bénin est cité, et que le gouvernement même a du plaisir à chanter, et que le gouvernement a donné même un agrément à une entreprise étrangère qui fait du jus du côté de Dessa, qui est exporté chaque semaine, mais que dans le même temps, vous acceptez que le jus d'ananas vienne, en tout cas, au Bénin, importer encore du jus d'ananas. Encore que, on nous a dit que notre ananas est de qualité, mais ce jus d'ananas qui vient d'ailleurs, l'ananas est de quelle qualité? Et que nous importons ça parce que nous voulons des recettes douanières, nous tuons l'entreprise, l'entrepreneuriat local. Donc, l'un dans l'autre, c'est un peu ça. C'est un levier important, en tout cas, sur lequel il faut travailler. Oui, donc, Laurent si dans une église, si dans une église, les gens ont l'habitude d'utiliser du vin avec le pain, et qu'aujourd'hui, nous réfléchissons aujourd'hui, et que nous puissions voir que ce pain dont on parle, on peut le commencer par ce pain qui fait la communion, avec la farine de manioc, pourquoi ne pas aller là? C'est ça aussi, encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Si le vin que nous consommons, nous pouvons désormais utiliser du vin de Bissap qui est fait localement, pourquoi ne pas le faire pour contribuer à l'essor de l'entrepreneuriat. Encourager la jeunesse justement à ne pas choisir la vie facile. Au-delà du discours, à tous les niveaux, posons des actes concrets. C'est très important. Actes concrets aussi, en tout cas, les évêques du Bénin invitent les parents et éducateurs à continuer d'offrir tout l'accompagnement nécessaire à la jeunesse. Laurent Roland-Tonekes. Oui, il faut offrir l'accompagnement. Les parents doivent pouvoir faire un travail. Mais est-ce que il faut se poser aussi des questions quant à l'éducation donnée par les parents à leurs enfants. Non, qui s'adonnent à ce genre d'activité. En dehors de quelques exemples qui découragent, mais excusez beaucoup, il y en a qui ont reçu une très bonne éducation de leurs parents. Il y en a qui ont été très bien formés dans le centre de formation, dans les universités, d'accord. C'est parce qu'à un moment donné, c'est l'ambition qui a amené peut-être à cette pratique, ou bien peut-être le manque d'emploi. Je ne justifie pas ça pour dire c'est une raison pour aller faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, le jeune finit d'étudier. Peut-être il finit d'apprendre, il est vitrier, il n'a pas d'issue, il est là, peut-être il n'a pas de clients, tout ça là. Et à un moment donné, il trouve qu'il peut faire ça. Je connais quelqu'un qui est vitrier, qui malheureusement un jour a fini par fermer son atelier pour aller s'adonner à cette pratique. Malheureusement, il a été arrêté aussi. Donc, oui, et il y a des gens qui ont fini l'université, mais qui malheureusement se sont retrouvés sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas trouvé de débouché, ils ont pensé que bon, ça devait être une porte de sortie. C'est vrai qu'à un moment donné, ça leur permet d'avoir de l'argent pour régler les problèmes de leur famille. Ils deviennent les bourgeois de leur famille, ils deviennent les références de leur famille, ce qui en l'État ne devait pas en être un, et il faut décourager. Mais les parents, vous savez, le papa a souffert toute sa vie, la maman a souffert toute sa vie, s'est échiné à amener l'enfant à l'école, et à un moment donné, l'enfant sort et il n'y a rien, mais en même temps à côté, vous voyez le politicien qui traînait sa bécane toute sa vie, du jour au lendemain nommé en conseil des ministres, et en 3 mois, construit une maison à étage, commence par construire les grosses caisses, commence par drainer les filles, tout ça. Tout ça aussi participe du changement de la mentalité de la jeunesse. Parce que quand vous voyez les gens, du jour au lendemain, changer de statut, et vous posez la question de savoir comment c'est arrivé, et que c'est les mêmes personnes avec qui vous étiez ensemble, qui continuent à vous narguer, vous voulez parfois vous êtes tenté de passer par tous les moyens pour venir au niveau de cette personne aussi. Et malheureusement, dans notre société, quand tu n'as rien, tu n'es pas respecté. C'est-à-dire quand tu sors d'ici avec moi, comme moi, et puis tu n'as pas de moto et que tu dois être au bord de la voie à faire autostop, les Béninois ne te respecteront pas. Mais le jour où tu sors avec costume et que tu gares une voiture, les Béninois te respecteront. Même si tu as une petite moto, on te respectera. Mais on te voit au bord de la voie en train de faire autostop ou bien quelqu'un d'autre. On ne te respectera pas. Et pourtant, tu as du potentiel. Et pourtant, tu as de la valeur. Et peut-être que quand tu prends Zem, ce n'est pas parce que tu n'as pas de moto. Mais si tu as préféré prendre Zem. Et donc, je ne peux pas dire une fois ou parfois, les amis me retrouvent dans la circulation derrière une moto pour dire, mais gants, laisse-nous donc quelqu'un là. Mais pour dire quoi? Donc, dans leur tête, c'est que je suis gants et que je ne peux pas prendre moto. Et donc, du coup, peut-être à un moment donné, c'est comme si bon, je n'avais pas les moyens d'acheter une voiture ou bien d'un autre. Donc, il faut que nous puissions enlever ça de notre mentalité. Ailleurs, les plus riches sont en vélo. Allez, autre fait d'actualité, Laurent Roland-Tonekes, ceux-ci ne vont pas à vélo, en tout cas. Il s'agit de 2 chefs d'État, talents, qui étaient finalement, donc, comme l'écrit Info Matin ce matin,
à l'investiture de Bola Ahmed Tinubu, donc le nouveau président nigérian. Et à Info Matin de préciser, donc absent à l'inauguration de la raffinerie de Dangote, talon finalement à l'investiture de Bola Tinubu. Oui, quand on suit un peu, il y a une vidéo qui a circulé où Aliko Dangote parlait du Bénin, évoquait la situation de son entreprise avec le Bénin. Je crois que c'est sur un terrain des affaires. Et nous avons un chef d'État qui, par le passé, était homme d'affaires. Je ne sais pas ce qu'il est civil, ce qu'il y a comme problème. Et donc, on ne va pas peut-être polémiquer là-dessus. Toujours est-il qu'il faut qu'il trouve une solution pour que le Bénin puisse profiter davantage du Nigeria, et que le Nigeria puisse davantage profiter du Bénin également. Mais pour ce qui concerne l'investissement de Bola Tinubu, oui, c'est un chef d'État qui est investi. Et donc, c'est de l'ordre normal des choses que Patrice Talon se rende au Nigeria. Je dirais qu'il n'est peut-être pas obligé d'aller à l'inauguration de la raffinerie. Vous pensez? Non, je dirais qu'il n'est peut-être pas obligé. Qu'il n'est peut-être pas obligé de s'y rendre. Donc, mais s'agissant de l'investiture d'un nouveau président, c'est ne pas aller à cette investiture qui m'aurait amené, moi, peut-être à réagir pour dire attention, il y a un problème. Mais déjà, c'est déjà bien de savoir qu'il y va. Et d'ailleurs, même, Patrice Talon faisait du roi, à un moment donné, roi, homme d'affaires, faisait du roi président. Celui qui est au Nigeria maintenant était fait du roi, faisait du roi, homme d'affaires, donc président. Donc, certainement, ils ont des langages qui pourront comprendre. Ils se verront entre homme d'affaires, chef d'État. Faiseur de roi. Oui, faiseur de roi, homme d'affaires, chef d'État. Donc, il y a certainement des points communs, des deals peut-être qu'ils peuvent faire ensemble et qu'ils peuvent comprendre parce que le langage des affaires n'est pas le langage certainement politique. D'ailleurs, même on comprend un peu, même si on peut implémenter ce qu'on a pu faire en affaires un peu en politique, il y a parfois des limites. Donc, oui, l'un dans l'autre, de toute façon, être à l'investiture de Bola Tinubu, c'est une bonne chose. Et ça va contribuer en tout cas à renforcer les relations bilatérales, la coopération bilatérale entre le Bénin et le Nigeria. Et revoir nos systèmes de formation. Le problème, c'est que travailler à ce que l'incident malheureux qu'on a connu sous Boari n'arrive plus jamais, où on est allé jusqu'à fermer les frontières. Les frontières. Et Bola Tinubu, étant donné que c'est aussi un homme d'affaires, je l'ai dit, si ses affaires sont menacées, Voilà, Tinubu qui est du même parti que Mohamed Bouhari, donc c'est la même idéologie. C'est la même idéologie, même si dès les derniers moments, les deux, ça ne passait plus à 100%, il y avait quelques points de malcompréhension. Mais il faut préciser que c'est le même parti, la même idéologie. Et d'ailleurs même, je dis encore, à cela s'ajoute maintenant le fait que Bola Tinubu est un homme d'affaires. Et donc, si ses intérêts sont menacés au Bénin, c'est-à-dire que le peuple béninois pouvait en partie parce que lui ne veut pas, en tout cas, il va vouloir régler des comptes comme son prédécesseur l'a fait avec le Bénin. Donc, travaillons à ce que nous n'assistions plus à de tels comportements parce que c'est des manques à gagner pour le pays et c'est des entrepreneurs, en tout cas des opérateurs économiques qui tombent. Qui en font les frais. Oui, bien évidemment, dans tous les secteurs où les gens travaillent avec le Nigeria, notamment au niveau de toute la frontière. C'est vrai qu'on parle de 700 mètres de frontière quand même avec le Nigeria. Donc kilomètres quand même avec le frontière, c'est énorme en fait. Allez, on reste à la une du quotidien Info Matin, Laurent Roland Toniniquès, qui se pose une question. Parlement des jeunes au Bénin, quel impact social réel? Oui, depuis qu'il y a un nouveau président donc, qui a été... il y a un qui a été démis par le président de l'Assemblée nationale. En décembre dernier, donc il y a un nouveau qui a été installé. Oui, Louis Javonu qui devait aller aux élections, mais qui avait pris le risque qui a pris le soin de démettre. De démettre quelqu'un. Fort heureusement que lui il est revenu. Parce que le plus souvent, c'est que vous tombez, j'imagine les prières faites par le président des jeunes, du Parlement des jeunes, Demi, qui a dit, il ne faut pas qu'il revienne, pour montrer, non, en fait, quand vous ne faites pas bien votre travail, que vous êtes là dans la complaisance, on vous démet de vos fonctions très vite. Et le Parlement des jeunes, oui, quel impact social sur la communauté? Moi, on parle du Parlement des jeunes, on parle du gouvernement des jeunes. Des années qu'on en parle. Oui, on parle du gouvernement des jeunes. Et moi, j'ai été jeune, mais à un moment, j'ai été impacté par... D'ailleurs, je suis encore jeune. D'accord. Je n'ai pas encore 40 ans. Merci de nous en informer. Donc, je ne sais pas quel est l'impact. C'est vrai qu'il y a de ces conférences parfois que vous les voyez organiser, mais quelles sont les cibles? Parce que j'ai comme l'impression, et qu'ils m'en excusent, peut-être que ce que je vais dire, ça va les motiver à davantage se faire visible sur le terrain. Voilà. C'est comme si ces trucs ont été créés
pour des budgets, en tout cas pour consommer des budgets. Consommer des budgets. Et si c'est pour consommer des budgets, je les veux davantage présents sur le terrain pour travailler avec les jeunes. Aller sensibiliser. On parle de cybercriminalité, par exemple. Que le gouvernement des jeunes du Bénin, le Parlement des jeunes, descend à l'université, dans les universités privées, sensibiliser. De la sensibilisation. Oui, sur les risques de la cybercriminalité, ce qui se passe. Maintenant, encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et en même temps faire des propositions au gouvernement. Parce qu'à aucun moment, je n'ai vu, on a parlé du gouvernement, du Parlement des jeunes, le gouvernement des jeunes fait des propositions au gouvernement. C'est des. Constantin Amoussou, je crois que c'est lui qui a été le président ou bien tout le gouvernement des jeunes. Oui, il faisait partie du gouvernement. Du gouvernement des jeunes du Bénin. Et j'ai vu qu'à un moment donné, c'était des gens qui ont utilisé ça pour se positionner. C'est vrai qu'ils se sont positionnés. Mais l'impact pour autant, je n'en vois pas. Hein. Peut-être qu'ils viendront me contredire sur ce plateau pour dire on en fait ci, on en fait ça, on fait ça. Ça veut dire que ça manque de communication. Quand on revient à la une du quotidien Le Devoir, Laurent Roland Toninquès, on peut lire « Cherté des soins de santé, énième cri de détresse des dialysés du Bénin ». On ne le dira jamais assez. C'est très important, c'est les Béninois qui sont en difficulté. Et une fois encore, je supplie le chef de l'État, Patrice Talon, je supplie le ministre de la Santé pour leur dire, écoutez-les, ce sont nos compatriotes, ils ont encore du potentiel, ils ont encore quelque chose à donner à ce pays, ils ont encore quelque chose à revendre. Ce sont des gens qui en ont encore à donner ou en tout cas qui en ont donné beaucoup. Qui en ont donné beaucoup, oui. Non, en fait, bon, si on ne veut plus considérer ce qu'ils ont donné, mais il faut qu'on considère qu'au moins ils ont encore du potentiel, ils ont aussi leur intellect, quelque chose à fournir encore à ce pays. Et je ne comprends pas pourquoi on a arrêté les subventions. Et depuis, tout le monde se plaint, on crie, on supplie, on fait tout, mais personne ne réagit. J'estime que c'est assez difficile pour ces parents, pour ces personnes malades. Et écoutez, je me demande, puisque aujourd'hui, ils ont le pouvoir, d'accord, si ils ont un parent qui est malade, ce parent peut être pris en charge facilement parce qu'ils ont les moyens. Ils sont au pouvoir, ils ont les moyens. Et si quelqu'un parmi eux, en tout cas un proche parent, étant malade, ils peuvent l'évacuer facilement pour l'envoyer à l'extérieur. Ce n'est pas le cas pour tous les Béninois. Mais il faut qu'ils pensent à la possibilité où, au jour où ils ne sont plus au pouvoir, ils ont un parent qui est gravement malade, ils n'ont pas la possibilité d'évacuer, mais il faut prendre en charge, et la prise en charge coûte cher, et donc il va falloir. Il n'y a que dans certaines situations, nous devons nous remettre en cause et nous mettre à la place des gens pour dire, si nous étions là et que nous n'avions pas les moyens, qu'allons-nous faire? Donc, il faut toujours poser des actes pour la postérité. Faire en sorte que les subventions qu'on peut accorder aux dialysés aujourd'hui, le mécanisme qu'on peut mettre en place, que ça puisse servir des gens dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans, et pourquoi pas pour toujours. Et qu'on mette une fin à cette pratique qui consiste à ne pas réagir, à ne pas être sensible. J'estime que c'est manquer de sensibilité. Mais le chef de l'État nous a dit, le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau, le hautement social. Le hautement social, c'est d'aider les gens en difficulté. Le hautement social, c'est de se pencher sur les cas critiques. C'est une situation, justement, qui mériterait, franchement, qu'on s'y attelle et qu'on fasse preuve, justement. En tout cas, qu'on démontre tout le côté social. Donc, oui, est-ce que les cadres disent la vérité au chef de l'État? Est-ce que le ministre de la Santé donne toutes les informations au chef de l'État? Parce qu'on va rester là à faire calcul pour dire les dialysés, ça coûte 2 milliards ou 4 milliards, que ça revient à 4 milliards par an à l'État. Mais quand même, on met plus que ça dans d'autres secteurs. On met plus que ça dans d'autres secteurs. On met plus que ça dans d'autres choses. Et qu'est-ce que ces choses, peut-être, dans l'entièreté, nous rapportent? C'est indiscutable, en fait. Il faut absolument agir. C'est indiscutable. Oui. Il n'y a aucune raison, en fait, qui puisse justifier cela. C'est pas possible. Il n'y a aucune raison qui puisse justifier cela. Parce qu'on dit que ça coûte 4 milliards par an. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Parce qu'à tout moment, on peut on dit ça coûte 4 milliards. On veut justifier ça. Et ce qui choque, c'est les Béninois qui veulent défendre ça. C'est malhonnête, c'est malséant. C'est pas bien. Si on estime peut-être qu'il y a mal gouvernance, ok, on peut revoir. Oui, on peut revoir comment ça fait combien de temps qu'on dit qu'on veut revoir? Mais il faut agir, absolument. Il faut absolument agir. Et je pense que le chef de l'État n'est pas si insensible que cela. Que les cas disent la vérité au chef. Je pense qu'il agira dans les tout prochains jours. Plaise au ciel. Laurent Roland Toninquès. C'est mon souhait qu'on le fasse très vite pour ces personnes-là, plutôt que de voir. On a vu, regardez ce que Ernest Tchabikao a porté dans ce pays, au point où on a été obligé de lancer un téléthon, des souscriptions pour lui. Et pourquoi l'État ne pouvait pas prendre ça en charge? C'est pas possible.
Affaire Vigile à Roncey devant la criette, tous les regards tournés vers le 1er juin. Laurent Roland, ton inquiète, c'est un confrère. On attend de voir ce qu'ils vont faire de Vigile à Roncey. Ça ne surprend pas. Ce qui se passe, le feuilleton qui se déroule, ou parfois, on a oublié, j'ai pu lire qu'il n'était pas à la dernière audience, et donc son avocat disait qu'il n'était pas tenu d'être là. Okay. Est-ce que coûte, puisque les élections sont derrière nous, puisqu'il n'y a pas d'enjeu derrière nous, on veut à tout prix. En tout cas, il y a que Vigile maintenant doit se préparer à la prison. Ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Je crois que au-delà de tout, cette affaire, oui, a secoué le pays et ça a suscité beaucoup d'interrogations qui peut-être ont choqué la police républicaine, pourquoi pas le gouvernement. Mais je veux bien que les gens, dans une certaine mesure, fassent très attention. Je ne parle pas de Vigile à Roncey nécessairement, c'est-à-dire je parle de qui peut-être auront la responsabilité, la lourde responsabilité de statuer sur l'histoire de Vigile à Roncey. On peut rendre toute décision aujourd'hui, mais est-ce que toute décision construit un pays? Pour finir, cette interrogation, on retrouve également à la une de Info Matin. Cour constitutionnelle déjà contestée avant son installation, les démocrates s'en remettront désormais à qui? Oui, normalement, ils doivent saisir la cour qui est en train de finir. Et la cour qui est en train de finir, puisque personne n'a été reconduit parmi eux, ils peuvent pour au moins... Vous voulez dire quoi? Pour une fois? Ou une deuxième fois. Voilà, une deuxième fois, parce que j'allais vous rappeler qu'il y a eu un précédent quand même. Oui, voilà, en faveur des démocrates. Donc cette cour, comme on les a tous dégagés, pour une deuxième fois, moi je les veux... si les démocrates les saisissent, dire que cette décision est anticonstitutionnelle de choisir les deux conseillers de la Cour constitutionnelle que cette décision est anticonstitutionnelle et qu'il faut retourner à l'Assemblée nationale, choisir les représentants de la Cour constitutionnelle, en tout cas. Et reconduit, pourquoi pas? En tenant compte de la configuration. Et reconduit, pourquoi pas? Oui. Arrêtons. À défaut de choisir de nouveaux membres, il peut reconduire les anciens. Il peut prendre la décision pour dire, bon, écoutez, avec ce que nous voyons, cette désignation est anticonstitutionnelle et par conséquent, il faut retourner à l'Assemblée nationale, tenir compte de la configuration de l'Assemblée nationale pour choisir les gens, ou alors, à défaut, reconduire carrément. Proroger le mandat des membres. Oui, bon. Voilà, de la Cour. Non, on dit n'importe quoi. Plus sérieusement. Plus sérieusement, non, oui, je crois que tel que ça a été fait, ça suscite des interrogations. Je l'ai dit, c'est parce qu'on a tout pouvoir qu'il faut montrer les muscles et être cupide et s'accaparer de tout. À force de le faire, on est constipé. Quand on est constipé, on sait ce qui suit. Attention. On y revient. Laurent Roland, ton inquiète dans l'actu décalé.